tous et merci pour nous joindre ce soir pour notre webinaire Vivre une vie active avec et après un cancer de la vessie. Je suis Cassandra, responsable des communications chez Cancer de la vessie Canada et je suis très heureux que vous pouvez nous joindre ce soir. J'aimerais également vous présenter mon collègue qui participe à l'appel ce soir, Teresa Blondin, qui est responsable des bénévoles et des programmes communautaires. L'éducation est un élément essentiel de la mission de Cancer de la vessie Canada et au cours de cet atelier par Excel, vous apprendrez le bienfait de l'activité physique pour les personnes qui vivent avec un cancer de la vessie et au-delà, ainsi que les conseils pour devenir et rester actifs et les ressources disponibles pour vous aider à mener une vie active aussi. L'atelier est présenté par le chercheur principal de l'étude Excel. Et l'étude Excel offre un programme d'exercice gratuit de 12 semaines aux personnes vivant avec ou après un cancer dans les régions rurales et éloignées à travers le Canada. Les programmes sont adaptés aux besoins spécifiques aux participants. Et en plus de ce webinaire, Cancer de la vessie Canada travaille présentement à la préparation d'un guide santé qui présentera des conseils et des outils en manière d'alimentation et d'exercice pour les personnes atteintes d'un cancer de la vessie et nous espérons le publier plus tard cette année. Alors, avant de commencer, un petit rappel, n'oubliez pas que le contenu des webinaires sont destinés uniquement à l'échange d'informations et ne doit pas être considéré comme un conseil médical. Alors, demandez toujours à votre médecin ou à votre urologue ce que vous convient le mieux. Vos micros et vos caméras resteront atteints pendant la durée du webinaire. Et cependant, nous aimerions savoir qui sont présents. Alors, si vous pouvez vous indiquer votre nom et votre lieu dans le chat. Vous pouvez aussi poser les questions dans le chat et on y répondra si le temps nous permet après la présentation. Et par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés, moi-même et Teresa sera disponible dans le chat si vous avez des questions. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre présentatrice de la soirée, Dr. Isabelle Doré. Isabelle est épidémiologiste de formation et professeure adjointe à l'École de kinésiologie de sciences et de l'activité physique à la Faculté de médecine et à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur l'activité physique comme stratégie pour promouvoir la santé mentale. Et ces recherches s'intéressent principalement aux adolescents et jeunes adultes de la population générale, ainsi que aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer. Alors, je vous passe la parole, Dr. Doré. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Donc, bonjour à tous, merci de vous joindre à nous ce soir. Donc, je vais partager mon écran tout de suite pour qu'on commence sans plus tarder. Ça ne sera pas très long. Donc, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? C'est bon? Super. Donc, bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous ce soir. L'objectif ce soir, c'est vraiment de discuter ensemble de ce que ça signifie vivre une vie active avec et après un cancer de la vessie. Donc, la présentation a été préparée essentiellement par ma collègue et proche collaboratrice Nicole Coles-Reid, qui est professeure à l'Université de Calgary et avec qui je collabore notamment sur le projet Excel. Donc, je ne suis pas la chercheure principale du programme Excel, c'est vraiment Nicole qui est la chercheure principale, mais je suis collaboratrice et je travaille actuellement à développer le volet québécois et francophone de Excel pour le Canada francophone. Donc, petite déclaration de conflit d'intérêt. Ce n'est pas un conflit d'intérêt qui est personnellement relié à moi, mais plutôt à Nicole. Vous allez voir qu'il y a certains éléments de formation, des ressources qui vont être présentées dans le PowerPoint ce soir et dans la présentation, qui proviennent de Tribe Health Services, qui est une compagnie qui a été développée et pour laquelle Nicole est propriétaire. Et c'est une société, en fait, qui vise à développer des formations et développer des ressources à la fois pour les professionnels de l'activité physique et pour les patients ou les personnes qui sont survivantes d'un cancer, pour vraiment développer une expertise plus spécifique en oncologie.
Donc, rapidement, voici un peu le tour d'horizon qu'on vous propose ce soir. Donc, tout d'abord, on veut parler de données probantes. Les données probantes, ce sont les évidences scientifiques qui nous informent, qui nous démontrent, qui nous expliquent quels sont les bénéfices de l'activité physique sur différents indicateurs de santé, que ce soit la santé physique, la santé psychologique, la santé sociale, le bien-être, la qualité de vie des personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer ou qui sont survivantes du cancer. Donc, on entend toujours parler des effets négatifs des traitements, des effets négatifs du cancer. Là, ce soir, l'objectif, c'est de parler des effets positifs de l'activité physique chez les personnes, justement, qui reçoivent un diagnostic de cancer. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer de l'évidence à la pratique. Donc, c'est bien beau d'avoir ce bassin de données probantes-là, ces évidences scientifiques-là qui nous disent pourquoi, dans quel contexte, comment c'est bon l'activité physique. Ceci étant, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que vous et moi, on soit capables d'adopter puis de maintenir un mode de vie physiquement actif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de combler l'écart, donc mind the gap, donc de combler l'écart entre ce qu'on sait des données scientifiques puis ce qu'on fait réellement dans la pratique. Et tout ça, ça passe par une meilleure connaissance des recommandations, des lignes directrices, c'est un premier pas, mais ça passe aussi par les théories de changement de comportement, les trucs, les astuces qui vont nous aider, vous aider à devenir actifs au quotidien parce que ça ne se fait pas nécessairement en criant ciseaux. La deuxième partie du webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de faire un peu un tour d'horizon des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès pour vous aider à adopter un mode de vie physiquement actif ou à conserver votre niveau d'activité physique ou à l'améliorer. Donc, tout ça passe par des stratégies éducationnelles, des ressources éducationnelles, mais aussi par des stratégies de soutien au changement de comportement en matière d'activité physique. Et puis, enfin, on va faire un bref tour d'horizon de l'étude Excel qui a vraiment pour objectif d'aller vers la population des régions éloignées du Canada pour s'assurer qu'elles aient accès à des services et à des programmes d'activité physique pour les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Donc, avant de débuter, vous allez voir, on va parler toute la soirée, une partie de la soirée ensemble de l'activité physique, puis je pense que c'est important de démystifier ce qu'on entend par activité physique. L'activité physique, ce n'est pas quelque chose de nécessairement en fait, on souhaite que ce ne soit pas quelque chose qui soit difficile, qui soit pénible, qui soit désagréable, bien au contraire. L'activité physique, ça englobe tout mouvement corporel qui va nécessiter une dépense énergétique. Donc, quand je parle d'activité physique, oui, on peut penser à une partie de soccer, une partie de football ou une course, mais on parle aussi de simplement monter les marches, marcher dans le corridor de sa maison, se rendre, par exemple, à l'épicerie, à la pharmacie à pied, être capable de prendre et de monter ses sacs d'épicerie. Donc, toutes ces activités de la vie quotidienne, ce sont des opportunités, des moments où on fait de l'activité physique. L'exercice, c'est un espèce de sous-groupe en fait. C'est une catégorie bien spécifique d'activité physique qui est un mouvement plus structuré à des fins de santé. Donc, l'exercice en général est développé, offert sous forme de programme, d'intervention, puis il y a vraiment une visée soit d'agir sur la santé physique, la santé psychologique, la santé sociale, dans le but d'optimiser ces différents effets-là. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que même si les recommandations dont on va parler aujourd'hui, certains programmes sont beaucoup basés sur des questions d'exercice, ce qu'on sait, ce que la littérature nous démontre, c'est que tout mouvement, donc le simple fait de bouger, est bénéfique à la fois pour la santé physique, psychologique et sociale. Donc, que ce soit même du yoga, des étirements, ce sont de petites activités à des intensités plus légères. Ceci étant, on sait que le yoga, ça peut être très, très demandant à l'occasion. Ce sont des activités qui sont efficaces et qui entraînent des bienfaits pour la santé globale. Donc, retenez ça tout au long de la présentation. On va parler de nombre de minutes, d'intensité d'activité physique, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que 5 minutes d'activité physique, c'est mieux que 0. Et 5 minutes, ça apporte des bienfaits pour la santé. Donc, le plus important, c'est de trouver les stratégies, les trucs pour pouvoir l'intégrer un petit peu au quotidien. Donc ici, je vous ai mis différentes impressions d'écran de plusieurs études et il y en existe des milliers d'études qui se sont intéressées au bienfait de l'activité physique chez les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Certaines études portent sur la période de pré-traitement, pendant traitement, post-traitement et elles viennent vraiment étudier une diversité d'effets potentiels sur la santé physique et psychologique. Les études sont nombreuses et nous permettent aujourd'hui de dire que l'exercice, l'activité physique est à la fois sécuritaire et bénéfique pour toutes les personnes atteintes d'un cancer et ce, tout au long du continuum de cancer. Donc ici, vous avez une image qui veut bien indiquer que l'activité physique peut être bénéfique, qu'elle soit pratiquée en pré-traitement, donc
pendant la période, excusez-moi, entre le diagnostic et le début, par exemple, des traitements contre le cancer ou la chirurgie. Pendant les traitements, donc oui, c'est sécuritaire et c'est bénéfique de bouger pendant les traitements. Et quand on parle de traitement, on parle soit de chirurgie, de chimiothérapie, radiothérapie ou de différents soins palliatifs. L'activité physique est aussi bénéfique lorsqu'elle est faite en post-traitement, donc suite à la chirurgie ou au traitement contre le cancer, et même plus loin dans le continuum, dans la période de survie ou dans la période de soins avancés contre le cancer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'études qui ont porté sur la période pendant et post-traitement. Il commence à y avoir de plus en plus d'évidences scientifiques qui s'intéressent aux deux extrêmes du continuum, donc à la période pré-traitement et à la période davantage de survie. Un peu plus spécifiquement, qu'est-ce que nous disent les preuves scientifiques en termes de bénéfices de l'activité physique sur différents enjeux de santé? Donc, ce que vous avez dans le tableau ici, c'est une liste d'enjeux de santé. Il y a des enjeux plus psychologiques, donc on parle de symptômes anxieux, symptômes dépressifs, fatigue, qualité de vie. On parle aussi de différents enjeux physiques, donc par exemple fonctionnement physique, lymphodème, santé osseuse, sommeil, et d'autres enjeux de santé comme la fonction cognitive, cardiotoxicité reliée au traitement, risque de chute, nausées, douleurs, neuropathie périphérique. Vous avez dans les colonnes les preuves solides, modérées et non concluantes. Lorsqu'on parle de preuves solides, on parle de preuves de quantité importante d'études. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui démontrent avec un très grand niveau de certitude que oui, l'activité physique peut être bénéfique pour réduire l'anxiété, la dépression, la fatigue, améliorer la qualité de vie, le fonctionnement physique et réduire le lymphœdème. Quand on parle de preuves modérées, ce que ça signifie, c'est qu'on a des preuves, elles vont généralement dans la direction où ils soutiennent les bénéfices de l'activité physique, notamment pour la santé osseuse et le sommeil. Ceci étant, les évidences scientifiques sont un peu moins nombreuses. Il y a d'autres recherches qui sont en cours et qui vont probablement permettre de déplacer ce niveau d'évidence-là à des preuves plus solides. Pour ce qui est des autres enjeux de santé, on parle de preuves non concluantes. Non concluant, ça ne veut pas du tout dire que l'activité physique n'est pas efficace pour soulager ou aider à mieux gérer ce type de symptômes-là. Ça veut tout simplement dire qu'on commence à s'y intéresser et que la littérature ou les preuves scientifiques sont croissantes. Donc, on n'a pas assez de données probantes pour dire, hors de tout doute, on a des preuves solides que l'activité physique permet de réduire, par exemple, les risques de nausées ou les risques de chute. Ceci étant, les données sont convergentes et semblent aller dans le même sens et suggérer des bénéfices de l'activité physique pour gérer ces différents symptômes-là. En ce qui a trait plus spécifiquement le cancer de la vessie, pour être très honnête, il y a beaucoup moins d'études qui ont été effectuées pour ce cancer spécifiquement, comparativement par exemple au cancer du sein ou au cancer de la prostate, pour lequel on a des centaines et des centaines d'essais cliniques et d'essais contrôlés randomisés qui sont le plus haut niveau de preuves et de rigueur scientifique qu'on peut avoir dans des essais cliniques. Donc, cependant, on a quand même trouvé une recension de 5 essais contrôlés randomisés et qui visaient à comparer des interventions en matière d'activité physique versus, par exemple, une liste d'attente ou le fait de ne pas être exposé à un programme. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette recension des écrits-là va exactement dans le même sens que ce qu'on retrouve pour les autres types de cancers, à savoir que l'activité physique a des effets positifs à la fois sur la condition physique, la qualité de vie, la force, le retour aux activités de la vie quotidienne. Ce qui est très important de noter, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un symptôme ou un effet qui n'est pas mentionné ici que l'exercice n'est pas bénéfique en cancer de la vessie pour ces effets-là. C'est simplement qu'on est vraiment dans une période d'évidence scientifique croissante, donc on commence à amasser de plus en plus de données et ces indicateurs-là n'ont pas nécessairement encore été observés ou étudiés. Ici, ce qu'on a trouvé, c'est 2 protocoles en fait. Donc, un protocole d'études, ce sont des études qui sont actuellement en cours pour lesquelles le recrutement des participants est probablement en cours. L'étude est en train d'être offerte aux participants. On collecte les données et les résultats seront probablement publiés relativement prochainement. Donc, le premier protocole ici que vous avez, c'est l'essai Canmore, qui vise à évaluer les effets d'une intervention d'une intervention en personne qui comprend 2 séances d'activité physique par semaine sur une période de 12 semaines. Et c'est un programme qui vise des exercices aérobies, donc cardiovasculaires, mais aussi des exercices de renforcement musculaire. C'est un essai clinique qui est assez vaste. On vise à recruter 60 personnes qui vont recevoir le programme d'activité physique, 60 personnes qui vont être sur la liste d'attente et comparer différents indicateurs de santé physique et psychologique, et tout ça auprès de personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer de la vessie.
Le deuxième essai pilote qu'on a identifié qui est actuellement en cours, c'est l'essai Cadence. Donc, l'essai Cadence est très intéressant. C'est un essai qui est plus petit, qui vise à recruter 15 participants dans le groupe activité physique, 15 participants dans le groupe contrôle, donc ils ne recevront pas le programme d'activité physique. Et cette fois-ci, l'objectif, c'est de tester l'efficacité d'un programme d'activité à la maison. Donc, les participants vont recevoir un programme individualisé qui vise à répondre le plus possible à leurs besoins, mais ils vont faire le programme à la maison et ils vont être suivis régulièrement pour mesurer différents indicateurs de santé. Ce type de programme-là est vraiment très intéressant parce que pour certaines personnes qui verraient des embûches, par exemple, à pouvoir participer à un programme à des heures fixes ou à des moments fixes durant la semaine, le fait de pouvoir prendre un programme, se l'approprier et le faire à son rythme à la maison, en termes de faisabilité, d'accessibilité, c'est vraiment très important et très intéressant de documenter les bienfaits potentiels de ce type de programme-là. Maintenant, en ce qui a trait les besoins de la recherche qu'on identifie, nous, comme chercheurs. Donc, ce qu'on sait de plus en plus, c'est qu'il y a une grande nécessité d'identifier des études qui misent vraiment sur des interventions ciblées qui visent à répondre à des besoins spécifiques ou à des défis de santé ou des symptômes spécifiques, notamment pour les gens qui ont un cancer de la vessie. Donc, l'idée, c'est d'avoir des programmes qui viennent non seulement prendre les évidences scientifiques de ce qu'on observe dans les autres types de cancers, mais qui viennent adresser des défis particuliers, notamment, par exemple, en termes de part de stomie ou des choses comme ça, qui viennent vraiment adresser spécifiquement les défis, les enjeux qui sont reliés au cancer de la vessie pour que l'activité physique ou les programmes qui incluent l'activité physique puissent permettre de minimiser les symptômes ou les enjeux qui sont associés à ces défis bien spécifiques-là. Ici, le papier que vous avez qui est très intéressant, en fait, c'est un article qui propose une démarche en préadaptation. Donc ici, on vise la période pré-chirurgie et l'objectif, c'est d'offrir une intervention qu'on dit multimodale. Multimodale parce qu'elle combine plus d'une intervention. Ici, on vise à la fois sur l'activité physique, donc l'exercice, et la nutrition. Donc, l'idée, c'est qu'en adoptant une approche plus holistique, ce programme de bien-être-là vise à optimiser avant la chirurgie et le début des traitements contre le cancer la condition physique et psychologique des patients pour leur permettre de mieux supporter la chirurgie et les traitements et de minimiser les effets secondaires qui sont inévitables et qui sont reliés au traitement pour favoriser une récupération plus rapide à la suite des traitements. Oh, excusez, j'ai reculé sans le vouloir. Je suis bien désolée. OK. Un autre élément fort intéressant que je voulais partager, ce sont les bénéfices liés à la survie. Donc, on a beaucoup parlé des bénéfices de l'activité physique pour différents symptômes, pour la qualité de vie, pour la santé physique et psychologique. Là où ça devient aussi très intéressant, c'est que les évidences sont maintenant concluantes au niveau scientifique des bénéfices de l'activité physique en termes de différents indicateurs de survie. Donc, les données qu'on a actuellement et qui sont accessibles, ce sont des données qui reposent sur 11 types de cancers, incluant le cancer de la vessie. Donc, ce n'est pas spécifique à un type de cancer, c'est vraiment global à plusieurs types de cancers. Et ce que les évidences nous montrent, c'est qu'une activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Donc, modérée à vigoureuse, on parle d'une activité physique qui est faite, par exemple, comme une marche rapide. Vous êtes en retard à un rendez-vous, mais vous marchez soudainement un peu plus rapidement. On peut penser à la bicyclette également. Donc, ce sont des activités qui vont nécessiter un certain effort et que ces activités-là, si elles sont faites, par exemple, entre 90 minutes et 3 heures par semaine, on peut parler de 3 fois une demi-heure par semaine. C'est des intensités qui sont, somme toute, potentiellement atteignables petit à petit. Ce qu'on observe, c'est une réduction significative du risque de récidive de cancer, une réduction significative du risque de mortalité par cancer et encore plus intéressant, c'est une récidive significative de mortalité toutes causes confondues. Et ces données-là proviennent de données épidémiologiques au niveau populationnel auprès de gens qui ont été traités pour un cancer et qui ont été suivis sur de nombreuses années et qui viennent clairement démontrer que l'adoption et le maintien d'un mode de vie physiquement actif a non seulement des bienfaits pour la réduction des symptômes puis la qualité de vie en cancer, mais également sur les issues à long terme en termes de récidive et de mortalité. Une question que les patients posent souvent ou sur lesquelles on s'interroge, à savoir, est-ce que l'exercice peut interférer avec le traitement? Est-ce qu'il peut interférer avec l'efficacité du traitement? La réponse, c'est non.
Et s'il y a une petite partie où il peut interférer, c'est de faciliter la poursuite du traitement. Donc, souvent, ce que les études documentent, c'est que le fait d'être actif durant ou avant les traitements fait en sorte que les personnes sont plus à même de tolérer les effets secondaires de leur traitement, plus à même d'être observants, donc d'aller jusqu'à la fin des traitements, ce qui fait en sorte que les bénéfices potentiellement futurs sont encore plus grands. Donc, on le sait, les traitements contre le cancer sont très souvent difficiles. Il y a une augmentation des symptômes, il y a un déclin de la capacité de fonctionnement physique et parfois psychologique qui est inévitable. L'idée, c'est que l'activité physique, dès le plus tôt qu'elle est intégrée, le mieux c'est, et elle permet de réduire ce déclin-là, de le minimiser et de faciliter et d'accélérer le retour aux activités de la vie quotidienne. Parce que, outre être actif et bouger, ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir refaire les activités qu'on faisait auparavant. Donc, bien évidemment, les bénéfices de l'activité physique vont être un peu différents dépendamment de où on se situe dans le continuum. Tantôt, on a parlé de pré-traitement, pendant traitement, post-traitement et en survie. Donc, évidemment, dans la phase pré-traitement, l'objectif, c'est d'optimiser la condition physique. Donc là, on optimise, on est capable d'en donner un peu plus. Durant la phase de traitement, ce qu'on vise surtout, c'est un maintien. Donc, l'idée, ce n'est pas de pousser le plus loin du tout, c'est d'essayer de maintenir un niveau d'activité physique, de bouger dans les mesures de nos capacités le plus possible pour essayer de minimiser le déclin de nos capacités. En période de post-traitement, l'idée, c'est d'améliorer la condition de physique, d'améliorer le niveau de fonctionnement. Et comme je le disais tout à l'heure, l'objectif est vraiment d'être capable de retourner aux activités de la vie quotidienne, idéalement le plus rapidement possible. La dernière chose que je n'ai pas mentionnée encore, puis sur laquelle je voudrais insister, c'est l'importance et l'intérêt, lorsque c'est possible, de faire de l'activité physique ou de l'exercice supervisé par un professionnel de l'activité physique. Ce que la littérature démontre, c'est que ça entraîne de meilleurs résultats que l'exercice qui est non supervisé, et ce pour plusieurs raisons. Donc, d'une part, les spécialistes de l'activité physique qui sont spécialisés en oncologie, par exemple, vont être beaucoup plus à même de pouvoir individualiser la prescription d'activité physique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de donner des recommandations beaucoup plus personnalisées en fonction de la capacité de la personne, en fonction des intérêts aussi. Ce n'est pas toutes les activités physiques qu'on est capable de faire ou qu'on aime ou qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vraiment une expertise tout à fait particulière. L'autre aspect qui est vraiment très intéressant, c'est le soutien que le professionnel de l'activité physique peut offrir. Donc, le fait de savoir qu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on va être soutenu, qu'on va potentiellement réviser nos objectifs avec un professionnel de l'activité physique, c'est excessivement motivant et souvent, ce qu'on se aperçoit, c'est que ça favorise la motivation puis ça favorise le maintien à la participation au programme d'activité physique. De la même sorte que les programmes en groupe, par exemple, le font. Donc, on a beaucoup parlé des bienfaits de l'activité physique et des bénéfices. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que d'un côté, on connaît à quel point l'activité physique peut être bénéfique chez les patients qui reçoivent un diagnostic de cancer et les survivants du cancer. Mais de l'autre côté, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on sait que les survivants du cancer sont très peu physiquement actifs. Donc, ce que les études nous montrent, et ce sont des approximations des moyennes qui proviennent des différentes études, c'est qu'environ 10% des patients seraient actifs pendant les traitements, et que même à la suite des traitements, on voit une légère augmentation de 20 à 30% des survivants du cancer qui redeviendraient actifs. Ceci étant, ce n'est pas un retour à la normale et ce sont des proportions beaucoup plus faibles que dans la population en général. Donc, on voit un déclin pendant les traitements, mais suite au traitement, il n'y a pas réellement une reprise de l'activité physique comme on le souhaiterait. Et ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. On sait que les effets des traitements peuvent se faire ressentir sur des mois, des années, une très longue période, et que parfois, il peut être très difficile de revenir à certains comportements actifs parce qu'on n'a pas nécessairement les trucs, les astuces ou le soutien pour le faire. On sait aussi que plus du tiers des survivants du cancer sont en situation d'obésité, ce qui peut effectivement aussi être une embûche à l'adoption ou au maintien de la pratique d'activité physique. Donc, l'objectif, c'est mind the gap, c'est d'essayer de combler l'écart entre les bénéfices qui sont maintenant vraiment bien connus de l'activité physique en cancer et le fait que les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer ou qui survivent suite au traitement d'un cancer sont relativement très peu actives. La première étape pour essayer de combler cet écart-là, c'est d'avoir des lignes directrices sur le cancer et l'activité physique. Donc, d'avoir des lignes directrices de promotion de l'activité physique, mais qui soient spécifiques à la population oncologique.
Donc, les premières recommandations ont été élaborées en 2010. Vous me direz, ça ne fait pas si longtemps, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et elles ont été révisées un peu plus récemment en 2019 avec l'augmentation et la multiplicité des études qui ont mieux documenté les différentes doses et quantités d'activité physique puis les bienfaits sur différents indicateurs de santé. Donc, ce que les recommandations en activité physique nous disent, c'est que l'objectif, ce serait de combiner des activités physiques de type aérobie, en résistance et de flexibilité. Donc, si on parle d'activité physique aérobie, on fait référence aux activités physiques cardiovasculaires, donc généralement qui vont nécessiter une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, la recommandation, ce qu'elle suggère, c'est 90 minutes d'exercice aérobie d'intensité modérée. Donc, modéré, on l'a dit tout à l'heure, marche rapide, natation, pas trop soutenue, un ski de fond, mais qui ne serait pas un ski de fond compétitif, par exemple, qui serait un ski de fond d'intensité relativement modérée. L'objectif, c'est d'atteindre 50 à 75 de la fréquence cardiaque au repos ou encore 75 minutes par semaine d'activité physique d'intensité vigoureuse où l'on va atteindre 60 à 80 de la fréquence cardiaque maximale. Donc, pris comme ça, 90 minutes, ça peut paraître beaucoup, mais sachez que ça peut être fractionné en petites portions de 10 minutes et sachez que même un petit peu plus, même si c'est moins de 90 minutes, on en retire tout de même des bienfaits. Donc, je pense qu'il faut voir le 90 minutes comme une cible à atteindre, potentiellement à dépasser, mais l'idée, ce n'est pas du tout de dire qu'en deçà de 90 minutes, il n'y a aucun bénéfice qui en est retiré, bien au contraire. Les recommandations suggèrent aussi de coupler les 90 minutes d'exercice aérobie d'intensité modérée à 2 jours d'entraînement musculaire. Donc, l'idée ici, c'est de combiner des exercices avec certaines séries, des répétitions, des principaux groupes musculaires du haut et du bas du corps. Donc, on peut penser des exercices très simples qui se font uniquement avec le poids de notre corps. On peut penser notamment à des push-ups qu'on va faire sur le mur, qu'on peut faire sur les genoux ou encore à terre. C'est possible aussi d'utiliser du matériel qui est facilement accessible. Parfois, certains ont des élastiques qu'on peut utiliser pour faire des exercices de renforcement musculaire. Ou souvent, on va donner des exemples avec des objets qu'on retrouve à la maison, des boîtes de conserve, un beau bidon de savon à vaisselle ou de savon à linge qui peut nous permettre de faire des exercices avec un certain poids pour notamment, par exemple, faire un squat en se relevant ou pour relever certains poids avec les bras. L'idée de ces exercices en résistance, c'est de regagner une certaine force musculaire et encore une fois, c'est de repenser au retour aux activités de la vie quotidienne. Donc, peut-être que intuitivement, de lever le bidon, ça ne semble pas si utile, mais l'objectif, c'est de pouvoir être capable de transporter les sacs d'épicerie puis de monter les 3 marches qui vont mener à la maison, par exemple. Et enfin, et c'est particulièrement intéressant, les recommandations insistent beaucoup sur l'importance des exercices de flexibilité. Et l'intérêt des exercices de flexibilité, c'est qu'on sait qu'ils apportent beaucoup de bienfaits. Et ça peut être aussi simple que de vouloir, par exemple, s'étirer en penchant la tête tout simplement, d'ouvrir les bras et de prendre une grande respiration. Donc, dès qu'on ouvre les bras, qu'on s'étire, on voit facilement que c'est plus facile de respirer et les exercices de flexibilité démontrent des bienfaits notables sur la santé physique et psychologique. Les exercices de flexibilité, vous le savez, ils peuvent être faits pendant que vous m'écoutez durant le webinaire. Ils peuvent être faits lorsque vous parlez au téléphone avec quelqu'un à tout moment de la journée. Ce n'est pas nécessaire que ce soit très long. L'idée, c'est d'essayer de les intégrer le plus possible durant les jours de la semaine. Donc, les lignes directrices sur l'activité physique viennent vraiment insister sur le fait que l'exercice est à la fois sécuritaire et possible pendant le traitement. Donc, je vous le rappelle, on l'a dit, ça améliore le fonctionnement physique, ça réduit la fatigue, ça augmente la qualité de vie. Et les recommandations viennent aussi insister sur l'importance d'éviter l'inactivité physique. Quand je parle à différents patients, justement, qui sont pendant les traitements, souvent, je leur dis, essayez de juste transférer des activités du quotidien que vous faites. Vous appelez votre fils, votre fille, votre frère, votre soeur, un ami, à chaque 2 jours, à chaque jour. Essayez de faire un téléphone en marchant dans la maison, par exemple. Si c'est marcher 2 minutes, c'est marcher 2 minutes. Mais peut-être que dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous aurez votre conversation en allant marcher dans la rue ou autour du pâté de maison. Donc, l'idée, c'est de commencer petit puis d'augmenter davantage. Après le traitement, l'exercice est essentiel pour le rétablissement et la remise en forme. On en a parlé beaucoup. L'objectif, c'est vraiment de retourner le plus rapidement possible puis le plus facilement possible à nos activités de la vie quotidienne. Et en fait, l'importance de l'individualisation puis de l'adaptation.
Donc, la beauté de l'activité physique, c'est que c'est une intervention, c'est un aspect, c'est un mode de vie qui peut être adapté à chaque individu. Puis ça peut être adapté en fonction de nos capacités, en fonction de nos intérêts, en fonction de là où on est, puis en fonction de nos progrès. Donc, c'est vraiment très important de se rappeler que l'activité physique, c'est une des interventions les plus malléables, les plus faciles à personnaliser et à individualiser, d'où son intérêt. C'est important aussi de ne pas oublier l'importance du soutien social. Puis quand on parle de soutien social, ça peut être de recevoir des encouragements, ça peut être votre père, votre mère, votre fils, votre fille qui vous demande, par exemple, « Ah, tu m'avais dit que tu pensais aller marcher aujourd'hui, finalement, est-ce que tu as pu aller marcher? » Donc, ce sont des formes de soutien social. Ça peut être de rencontrer quelqu'un pour aller marcher, par exemple, en soirée ou durant la journée. Donc, l'idée, c'est de se sentir soutenu par notre réseau, soit parce qu'on partage le moment de l'activité physique ou simplement parce qu'ils se questionnent puis ils nous interrogent sur le fait qu'on ait pu ou pas faire différents types d'activités physiques. Donc, dans la première étape et la première portion, on a vraiment parlé des évidences scientifiques, de quels sont les bénéfices de l'activité physique en oncologie et durant différentes étapes du continuum du cancer. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de parler des ressources et du changement de comportement, comment on prend ces évidences-là, puis qu'on les adopte pour changer notre comportement, puis devenir actif ou le demeurer si on était déjà actif. Donc, la première chose, je pense, c'est de ne jamais oublier et d'accepter que commencer tout petit, c'est tout à fait correct. Si c'est ce qui fonctionne pour vous, c'est correct. On n'est pas obligé de voir toujours grand. Parfois, on va voir des exemples d'athlètes incroyables qui ont fait le défi Pierre Lavoie ou quoi que ce soit. Si votre capacité en ce moment, puis que ça peut représenter même un défi, c'est de marcher 5 minutes par jour, c'est correct. Donc, chacun ayons nos objectifs qui soient spécifiques en fonction de nos capacités. Écoutez votre corps, c'est vous l'expert. Donc, l'idée des professionnels de l'activité physique, c'est de vous aider, c'est de vous soutenir. Mais n'oubliez jamais que c'est vous qui ressentez les effets et c'est vous qui êtes à même de dire « ça, je m'en sens capable, ça, je m'en sens pas capable, ça, j'ai du plaisir, ça, j'ai moins de plaisir ». L'activité physique, c'est surtout et c'est aussi un moyen de reprendre contrôle sur son existence pour améliorer à la fois notre bien-être puis notre santé. Donc, l'objectif ici, c'est de prendre contrôle, prendre les moyens pour vous-même augmenter votre niveau d'énergie, réduire les symptômes négatifs, retrouver une certaine normalité suite au cancer et accéder à un meilleur niveau de qualité de vie. Donc, tout ça dans l'objectif de renforcer les capacités d'autorégulation, donc de soutenir le changement de comportement. Donc, ce qu'on va voir par la suite, les différentes stratégies, c'est vraiment l'objectif de vous outiller le plus possible pour autoréguler le changement de comportement et l'adoption ou le maintien d'un mode de vie physiquement actif. Donc, quand on parle de stratégie de changement de comportement, on va les détailler juste après, mais on parle d'objectifs qu'on se fixe et qu'on révise. On parle de l'autosurveillance, donc le suivi, le retour, l'information qui nous permet ensuite de pouvoir ajuster ou modifier nos objectifs. L'éducation, la sensibilisation, donc déjà d'assister à un webinaire comme ce soir, c'est un premier pas vers l'éducation, la sensibilisation, puis la recherche d'informations. Donc l'idée, c'est s'informer, apprendre, en savoir davantage. Plus on comprend les bénéfices d'un comportement, plus on est à même d'y croire, de l'adopter et de pouvoir l'intégrer. Se faire un plan d'action qui peut impliquer l'utilisation d'invitations, de rappels, essayer d'aller chercher le plus possible du soutien social, que ce soit de la famille, des amis, d'autres survivants du cancer. Et enfin, la gestion des barrières. Donc, il y en aura inévitablement, peu importe qu'on soit pendant, post-traitement, qu'on n'ait pas eu de cancer, il y a toujours des barrières à l'activité physique, puis c'est normal. C'est de reconnaître qu'elles vont arriver à un moment ou à un autre, puis si on peut planifier à l'avance, on va être un petit peu moins surpris par ces barrières-là et on risque d'être plus à même de les gérer et d'avoir des solutions pour les contrer. Donc, ici, c'est une impression d'écran qui provient du Thrive Manual. Donc, c'est vraiment des ressources sous forme de chapitres qui visent à outiller les patients, les personnes qui sont survivantes du cancer pour mieux gérer les différents effets secondaires puis favoriser l'adoption d'un mode de vie physiquement actif, de nutrition saine. Actuellement, toutes les ressources sont disponibles sur le site web de Thrive Health. Vous allez voir, on a mis le lien à la toute fin
du webinaire. Elles sont disponibles également sur le site web du Wellness Lab à l'Université de Calgary. Pour l'instant, ces ressources-là, elles sont disponibles uniquement en anglais, mais dans notre collaboration avec l'équipe de l'Université de Calgary, on est vraiment en processus de traduire la très grande majorité de ce matériel-là, qui est vraiment d'une qualité incroyable, basé sur les données probantes et les évidences scientifiques, pour qu'elles soient accessibles pour le Canada francophone. Ici, il existe d'autres outils aussi qui sont, par exemple, plus spécifiques au soutien social, plus spécifiques au maintien de la pratique d'activité physique. C'est une chose de devenir actif, d'adopter l'activité physique, c'est un autre défi de le maintenir. Donc, vous le savez très certainement, l'espèce de caricature qu'on a peut-être tous déjà essayé, j'en fais partie, de l'inscription au gym dans la bonne résolution du jour de l'an. On s'inscrit, on paye notre abonnement, on paye l'abonnement à l'année parce qu'il y a un rabais. Finalement, il va 3-4 fois au mois de janvier, puis après ça, c'est terminé. Donc, c'est vraiment difficile, puis c'est normal que ce soit difficile, il faut l'accepter, de maintenir la pratique d'activité physique. L'idée, c'est d'avoir des trucs pour s'aider à ne pas abandonner la pratique d'activité physique. Et ça passe par le soutien social, puis ça passe aussi par des stratégies de changement de comportement, puis de maintien du comportement. Ensuite, c'est d'être capable d'identifier, de nommer puis de reconnaître qu'il y a des obstacles à la pratique d'activité physique et ils sont différents d'un individu à l'autre. Donc, c'est d'adresser votre propre éléphant dans la pièce, si je peux me permettre de dire, avant de débuter l'activité physique. Qu'est-ce qui vous empêche de bouger? Est-ce que c'est un manque de capacité, que ce soit physique ou psychologique? Est-ce que c'est un manque de temps? Un manque de motivation, un manque de soutien social ou encore un manque de confiance en soi? Ça peut être une ou plusieurs de ces éléments-là. L'idée, c'est de les identifier, de les reconnaître pour ensuite développer des stratégies qui soient efficaces pour surmonter ces principaux obstacles. Un autre aspect de la stratégie de changement de comportement, c'est se fixer des objectifs. Et c'est très important d'avoir des objectifs à court terme. Donc, c'est correct d'avoir des objectifs à long terme, mais c'est très important d'avoir des objectifs à court terme qui vont nous permettre d'avoir des petits succès. Autre élément très important, fixez-vous des nouveaux objectifs de manière régulière, aux 2 semaines par exemple, et révisez au besoin les objectifs. On adopte aussi la stratégie du principe SMART, donc des objectifs qui soient à la fois spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, pertinents, et on dit timely and together, donc au bon moment et ensemble. Donc, quand on parle d'un objectif spécifique, ce qu'on veut, c'est un objectif qui soit mesurable, oui, mais qui soit très spécifique où on sait ce qu'on veut accomplir. Être plus actif, être moins fatigué, ce n'est pas un objectif spécifique. Un objectif spécifique, c'est réussir à aller marcher 2 fois cette semaine pendant 10 minutes à l'extérieur. Ça, c'est un objectif spécifique. C'est aussi un objectif qui est mesurable, qui va vous permettre de mesurer vos progrès. Est-ce que j'ai réussi? La réponse peut être oui, la réponse peut être non. J'ai réussi à sortir, j'ai réussi à aller marcher, mais après 5 minutes, c'était difficile, donc je suis rentrée. Donc, c'est tout à fait correct et l'important, c'est qu'on puisse être capable de mesurer ces objectifs-là pour, au besoin, augmenter leur niveau de difficulté ou au besoin les réviser à la baisse, ce qui est tout à fait correct aussi. Des objectifs qui soient atteignables. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de bien se connaître puis de bien jauger. Ça nous prend des objectifs qui nous motivent, donc qui nous mettent au défi, mais qui sont à notre portée. Parce que le problème, c'est que si ces objectifs qui ne sont pas à notre portée, on est incapable de les atteindre et c'est à peu près ce qu'il y a de plus décourageant. Donc, d'avoir des objectifs qui soient atteignables, c'est vraiment très, très, très important. Et ces objectifs, la facilité ou pas d'atteindre les objectifs peut varier de semaine en semaine en fonction du niveau d'énergie que vous avez et c'est tout à fait correct également. Ça prend des objectifs qui soient réalistes et pertinents. Donc, des objectifs qui sont importants pour vous puis qui sont liés à votre comportement. Si, par exemple, vous devez, je ne sais pas, aller à un rendez-vous régulièrement, à toutes les semaines, à un endroit, puis actuellement, ça représente un défi parce que c'est mal desservi par les transports en commun, vous n'avez pas nécessairement de voiture, quelqu'un pour vous y reconduire, et ça implique que vous soyez capable de prendre le transport en commun puis de marcher par la suite. Bien, peut-être que l'idée, c'est de miser justement sur la marche pour vous assurer que vous allez pouvoir, le plus rapidement possible, retrouver cette capacité à aller à ce rendez-vous-là régulièrement. Au bon moment et ensemble, l'idée, c'est un peu de dire, de fixer un calendrier pour vos objectifs, puis de créer un soutien social, donc de bien s'entourer pour favoriser justement l'adoption puis le maintien de ces activités-là. Se faire un plan d'action, il y a plein de stratégies, il n'y a pas une seule bonne stratégie. L'idée, c'est d'avoir une stratégie qui fonctionne pour vous. Personnellement, je suis une fan des listes, puis je mets même des petits carrés à côté de mes listes que je coche. Puis si j'ai fait des tâches que j'avais oublié de noter, je les ajoute.
je les raie par la suite parce que ça me donne vraiment un sentiment d'accomplissement. C'est tout à fait... c'est très important de se faire un plan d'action, de planifier nos activités physiques, de les mettre à notre horaire. Moi, je les mets même à l'intérieur de mon calendrier de travail parce que si je ne le fais pas, je ne réserve pas d'espace pour ça et très vite, il y a des rencontres ou d'autres tâches qui vont s'y ajouter. Donc, c'est super important de les mettre et de réserver des moments pour bouger et faire de l'activité physique. Et ça renforce énormément le sentiment de contrôle sur soi et le contrôle sur sa vie quand on se fixe un moment pour soi où on va se donner l'opportunité d'aller bouger. Très certainement, il va y avoir des barrières, que ce soit la fatigue, la température, une journée occupée, un nouvel événement. Si on a un plan d'action, on a beaucoup plus de chances d'être capable de surmonter ces barrières-là. Un autre outil, c'est de se fabriquer un calendrier. Donc, ça peut être un calendrier où on va placer durant la journée et à l'horaire, durant la semaine, pardon, les différentes activités physiques, mais c'est aussi l'opportunité de faire des activités que vous aimez. Si vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un de très actif, vous pouvez essayer différents types d'activités physiques. Donc, l'idée ici, c'est de parler de ce que vous aimez, des objectifs au niveau de la semaine, mais peut-être au niveau des 3 prochains mois. Puis après ça, de dire comment vous vous sentez, ce qui va vous permettre de dire quand j'avais fait ça, je m'étais vraiment bien sentie, ça m'avait vraiment donné de l'énergie après. Sur le coup, je n'étais pas certaine, mais après, je me suis sentie bien. C'est un espèce de rappel qui est super important et intéressant pour potentiellement refaire ce type d'activité-là par la suite. Ensuite, l'idée, c'est qu'avec un plan d'action, un bon soutien social, mais on va être capable et à même de surveiller nos émotions, notre bien-être, comment on se sent, de mieux affronter les barrières, de bien surveiller l'évolution de nos comportements, puis au besoin de réajuster et d'atteindre potentiellement nos objectifs. Donc, l'idée, c'est d'examiner ce qui fonctionne, reconnaître ce qui ne fonctionne pas, et ça fait partie du changement de comportement. Je vous dirais que ce serait très surprenant que vous l'ayez du premier coup. Parfois, on a l'impression que tel élément va fonctionner. Je vous donne l'exemple. Moi, j'étais convaincue que dans le contexte de la COVID, en travaillant de la maison, ce serait beaucoup plus facile de bouger parce qu'il y avait moins de transport ou quoi que ce soit pour me rendre au travail. Mes souliers sont juste à côté de la porte. Je pourrais aller marcher ou courir. Le résultat, ça a été zéro. Ça a été excessivement difficile. Donc, c'est normal qu'il y ait des embûches. L'idée, c'est de réajuster et de trouver de nouvelles stratégies. Je voudrais aussi insister sur l'importance de voir le mouvement comme un mode de vie qu'on intègre dans toutes nos activités de la vie quotidienne. Et si on le voit comme un mode de vie, ça implique qu'on ait du plaisir à faire de l'activité physique, qu'on accepte de s'engager progressivement dans l'activité physique, qu'on mise sur le contexte social et plaisant et amusant, qu'on reconnaisse aussi que c'est normal qu'on ait besoin d'un plan, mais que ce soit super important aussi de célébrer nos différents succès au fur et à mesure qui se feront sentir. Donc, ici, vous avez des ressources si vous cliquez sur le lien. Donc, ça vient du Health and Wellness Lab, qui est le laboratoire de recherche de Nicole Kudos-Reed, où il y a différentes ressources qui sont disponibles, donc différentes ressources en ligne pour bouger. Pour l'instant, ces ressources-là sont disponibles essentiellement en anglais. On développe actuellement au CHUM des ressources très similaires sur le fil YouTube du CHUM, donc je vous inviterai à les consulter également. Et vous pouvez aller directement sur le site web également de la Fondation Virage, où on a développé des vidéos pour les programmes d'activité physique. En terminant, pour les prochaines minutes, je voudrais juste vous faire un petit aperçu du programme Excel. Donc, le programme Excel, Exercise for Cancer to Enhance Living Well, c'est un programme de recherche pan-canadien qui est financé par les instituts de recherche en santé du Canada et la Société canadienne du cancer, et pour la portion albertaine avec le Alberta Cancer Foundation. Donc, c'est un projet pan-canadien qui vise, comme je le disais au départ, à rendre accessible un programme d'activité physique essentiellement en ligne pour les personnes qui sont pendant ou post-traitement d'un cancer. Donc, les critères d'éligibilité pour participer au programme, c'est avoir reçu un diagnostic de cancer, vivre en dehors des grands centres urbains du Canada. Donc, traditionnellement, les programmes d'activité physique sont développés et offerts souvent en milieu hospitalier ou dans des organisations communautaires affiliées à des centres hospitaliers des grands centres ou dans des hôpitaux universitaires, souvent très peu accessibles hors des grands centres ou des grandes villes du Canada. Donc, Excel vise vraiment à combler cet écart-là dans la disponibilité et dans l'offre des programmes d'activité physique. Être avant, pendant ou jusqu'à 3 ans après le traitement, avoir plus de 18 ans et être capable de donner son consentement en anglais. Comme je vous disais, dès septembre prochain, normalement, le programme Excel va être offert au Québec. Probablement, on va démarrer avec la région de la Gaspésie, Chicoutimi et probablement l'Estrie.
et en Montérégie également. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir donner son consentement. Ce sera possible, évidemment, en français parce que le programme sera éventuellement accessible en français. Être capable de participer à une activité faible et modérée et avoir accès à une connexion Internet fiable et être en mesure de participer à des cours en ligne. Donc, le programme Excel, c'est un programme qui est offert dans la très, très grande majorité là, des régions du Canada en ligne. Donc, c'est un peu comme ce soir en webinaire. La différence, c'est que tout le monde a sa caméra ouverte parce qu'il y a un objectif de sécurité dans tout ça, mais il y a aussi un objectif d'échange puis de soutien social entre le professionnel de l'activité physique, mais les autres participants au programme. Donc, on se voit. Tout le monde a une prescription individualisée d'exercice, donc une évaluation qui est faite pour s'assurer que l'activité physique soit sécuritaire pour le patient et que la personne est apte à faire l'exercice, que vous ayez une autorisation médicale si c'est nécessaire. Et ensuite, vous avez un programme qui est individualisé, mais que vous faites en groupe à raison de 2 fois par semaine pendant une période de 12 semaines. Donc, voici un aperçu du programme Excel que vous pouvez faire, bien entendu, de la maison. C'est un programme, c'est 1 heure, 2 fois par semaine, comme je le disais, sur une période de 12 semaines. C'est un programme en circuit, donc c'est différentes stations, encore une fois, qui sont individualisées et qui sont offertes sur la plateforme Zoom. Donc, l'objectif du programme Excel, c'est oui, de faire bouger, mais aussi de soutenir le changement de comportement. L'objectif, ce n'est pas que vous soyez à même uniquement de bouger durant les séances en ligne sur Zoom, mais également de vous aider à intégrer l'activité physique dans votre vie de tous les jours, lutter contre la fatigue liée au cancer et planifier le maintien de la pratique d'activité physique à long terme. Si vous avez une citation d'un participant qui dit le programme Excel me donne la permission de me concentrer sur moi-même. Ça peut être la seule conversation de la semaine ou la seule occasion de se centrer sur quelque chose de positif. Donc, le programme est vraiment très apprécié. Puis, je vous dirais à ce jour, depuis les 2 dernières années, il y a 800 personnes qui ont bénéficié du programme Excel. Il y a eu des défis liés à la COVID, mais l'objectif, c'est d'atteindre environ 1500 participants à la grandeur du Canada. Et comme je vous disais, on débute en septembre prochain pour le Québec. On utilise dans le programme d'Excel une échelle de perception de l'effort. Donc, l'objectif ici, c'est d'être bien sensible à l'effort que vous générez. Très souvent, au départ, on se situe autour du 0, 0,5 en termes d'effort. Ce sont des exercices qui ne nécessitent pas nécessairement un très, très grand effort, mais c'est ce que vous êtes capable de faire et c'est tout à fait correct. Et l'objectif, c'est de migrer tranquillement vers des activités physiques d'intensité plus légère, qui soient faciles et éventuellement modérées. On utilise aussi des échelles de fatigue et d'énergie. L'objectif, c'est d'être capable de quantifier puis d'être vraiment conscient de son niveau de fatigue, du niveau d'énergie également que va nous procurer une séance d'activité physique. Comme je vous le disais, le programme a été offert à plus de 800 participants depuis l'automne 2020 et on vise au moins le double de participants d'un océan à l'autre, donc de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve et prochainement au Québec. Et encore une fois, la plupart des programmes sont offerts en ligne, certains en personne, essentiellement dans les régions de l'Atlantique. Donc ici, vous aviez certaines citations d'expériences de patients qui disent que le programme leur a donné plus d'énergie, plus de force. J'ai l'impression que cela m'a permis de sortir d'une légère dépression. D'autres patients mentionnent ou d'autres participants, ça m'a permis de me concentrer sur la guérison, aller de l'avant, voir le positif. Beaucoup d'éloges envers le programme, beaucoup d'éléments positifs. J'attends impatiemment chaque cours, même les jours où je ne me sens pas très bien après le traitement. Le soutien des instructeurs et des autres participants m'a beaucoup aidé à me rétablir. Mon corps est plus fort, mon esprit est plus heureux, je sens que j'ai de l'espoir. Et puis, en fait, je voudrais terminer sur ceci. Il y a beaucoup de questions qui nous viennent des participants du programme. Souvent, avant de débuter le programme, les gens vont dire, j'ai une mauvaise hanche, je ne peux pas m'asseoir sur le sol, est-ce que le programme est adapté pour moi? Je reçois un traitement en ce moment, puis je ne me sens pas très bien quelques jours avant, quelques jours après. Est-ce que je peux m'inscrire ou ça va être trop difficile de gérer le programme? Je n'ai jamais fait d'activité physique, je n'ai jamais participé à des cours d'exercice. Est-ce que je dois avoir une expérience préalable pour m'inscrire? Certains participants pensent même vouloir s'entraîner avant de vouloir intégrer le programme pour être sûr de suivre le rythme. L'idée, ce n'est pas ça du tout. L'idée du programme Excel, c'est de vous rejoindre là où vous êtes, en fonction de votre expérience antérieure, de votre niveau de forme actuel, de l'équipement que vous avez ou que vous n'avez pas, des effets du traitement et potentiellement des comorbidités. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous rejoindre là où vous êtes et tranquillement d'évoluer puis de progresser avec vous. Encore une fois, même le fait que vous n'ayez pas d'équipement ou rien à votre disposition, ce n'est absolument pas une embûche. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir de partager à la fois le programme Excel et les évidences scientifiques. Vous avez ici
l'adresse courriel du Wellness Lab, donc de l'équipe de Nicole Kulos-Reed, qui est la chercheure instigatrice du programme Excel avec leur numéro de téléphone. Je suis consciente que si vous êtes francophone, vous n'êtes pas tous nécessairement à l'aise en anglais ou dans d'autres régions du Canada. C'est pour ça que j'ai ajouté les coordonnées d'Alexia Piché, qui est la future coordonnatrice Excel pour le volet Québec. Et vous avez le site web de Try for Cancer Survivor qui présente les différents outils et ressources éducatives et informationnelles qui ont été développées et qui ont été présentées dans le cadre du webinaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, ça va me faire vraiment le plus grand des plaisirs d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Merci beaucoup, Dr. Doré. Quelle excellente présentation des avantages de l'exercice physique et un bon rappel que l'exercice peut être différent pour chacun en fonction de ses besoins uniques. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions. Veuillez entrer vos questions dans le chat si vous en avez. Et pour commencer, une question. Le programme Excel prend-il en compte la santé du plancher pelvien? Oui, tout à fait. Donc, l'idée du programme Excel, en fait, c'est de vraiment développer un programme qui soit individualisé en fonction des besoins du patient. Donc, lors de l'évaluation initiale, une évaluation avec un professionnel de l'activité physique spécialisé en oncologie, qui va adresser une série de questions. On parle de screening en anglais, donc dépistage de différentes problématiques pour identifier là où il faut intervenir. À partir de là, il y a un programme adapté aux capacités, mais surtout aux besoins en fait du patient qui va être élaboré et qui pourra être suivi et adapté au fur et à mesure des semaines. Parfait. Une autre question, quelqu'un dit, certains jours, je me suis tout simplement trop fatiguée. Que tu recommandes pour rester motivée? C'est une très bonne question, puis on sait que la fatigue, c'est souvent le premier effet secondaire, à la fois de la maladie, puis à la fois des traitements. Je pense que la première chose, c'est de reconnaître que c'est normal d'être fatigué, puis de reconnaître que l'activité physique agit sur la fatigue. Donc, c'est souvent le cercle à la fois vicieux et vertueux, où on sait que plus on est fatigué, moins on a envie de bouger, mais plus on bouge, moins on se sent fatigué. Donc, c'est peut-être d'être indulgent et bienveillant envers soi-même, d'accepter que l'activité qu'on avait prévue cette journée-là, c'est peut-être pas celle qu'on va faire. On va peut-être en faire moins, mais on va essayer de réviser notre objectif plus petit, puis se donner l'occasion peut-être simplement d'aller à l'extérieur, de sortir, de bouger un tout petit peu, de s'étirer. C'est peut-être une bonne opportunité pour faire des exercices de flexibilité cette journée-là, plutôt qu'un entraînement cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, puis de réviser en fonction de ses capacités. Parfait. Une autre question est, quelles sont les meilleures façons d'accommoder une insomnie? Oui, donc effectivement, on sait très bien qu'il y a des recommandations bien spécifiques et les professionnels de l'activité physique formés en oncologie sont à même d'adresser ces particularités-là en lien avec la stomie, notamment pour les gens qui ont un cancer de la vessie et qui ont eu une chirurgie. Donc, c'est tout à fait sécuritaire de faire de l'activité physique avec une stomie, ce n'est pas un problème. Ceci étant, c'est important de communiquer toute douleur ou inconfort ou difficulté qui serait associée à la pratique d'activité physique à un professionnel de l'activité physique lorsque vous faites le programme. Puis dans le programme Excel, c'est bien évidemment quelque chose qui est suivi au fur et à mesure et qui peut être ajusté aux besoins. Mais il y a tout à fait des possibilités d'ajuster les exercices. C'est certain que les exercices, par exemple, de torsion où on se plie ou des choses comme ça vont être moins indiqués. Mais comme je l'ai dit, l'activité physique a le grand avantage de pouvoir être une intervention qui soit modulée comme on le souhaite, puis vraiment individualisée et personnalisée en fonction du besoin des patients. Okay. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. J'apprécie vos commentaires. Alors, si vous avez apprécié ce webinaire, n'hésitez pas à consulter nos webinaires à venir sur notre site web. Le lien se trouve dans le chat. Ainsi, la prochaine session concerne les stress et l'épuisement des soignants et est prévu pour le 2 mai. Ainsi, en mai, nous avons prévu un événement en personne à Hamilton, en Ontario, le 18 mai. C'est une session en anglais.
Et c'est toujours dans le chat, j'ai partagé un lien vers une enquête rapide qui sera également envoyée par courriel. Vous aimeriez connaître vos impressions sur cette session et on apprécie vos suggestions pour les futures présentations. Alors, si vous pouvez, prenez quelques minutes afin de répondre à l'enquête, c'est très apprécié. Et si vous souhaitez obtenir des adaptations pour répondre à cette enquête ou si vous avez d'autres commentaires ou des questions, veuillez nous laisser savoir à info@cancerdelavessie-canada.org. Et un enregistrement de cette session sera disponible sur notre site web dans les semaines à venir. Alors, encore une fois, merci le Dr. Isabelle Doré et l'équipe Excel pour cette très belle session informative et merci à vous tous d'y avoir participé. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.